Ah. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite d'abord à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, et aussi à mettre un like et un commentaire pour savoir ce que vous pensez du contenu. Ça m'intéresse de créer une proximité avec vous qui me suivez, et je voulais savoir ce que vous pensiez de l'œuvre dont je vais parler, aussi de la vidéo en elle-même. Voilà, j'ai envie de savoir ce que vous pensez du contenu que je vous propose, et aussi tout simplement de voir qui vous êtes, de pouvoir interagir avec vous. Voilà, ça m'intéresse. Donc sur ce, voilà, j'embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Imaginez avoir accès aux mémoires de l'homme le plus puissant de la Terre. Imaginez en plus que c'est à une époque où le monde est un peu plus imprévisible, où un seul empire domine la majorité de l'ouest de l'Europe, où l'humanité n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est une époque où le mot christianisme est encore un néologisme renvoyant à une secte, où république est un lointain souvenir, où une ville italienne dans la région du Latium est le centre du monde, et où un seul homme a la responsabilité de donner une destinée à son empire. Cette époque, c'est l'Antiquité, et c'est aussi celle de l'empereur Hadrien, qui a régné sur l'Empire romain de 117 à 138. Aujourd'hui, on a accès aux mémoires de cet empereur. Dans ses écrits, il retrace sa vie, son règne, sa philosophie et les conjonctures de son temps. Mais voilà, maintenant que je vous ai bien chauffé pour la suite de la vidéo, il faut que je vous avoue un truc dès le début, c'est que les mémoires d'Hadrien n'ont jamais existé. Oh mon Dieu! En fait, celles qu'on peut lire sont des mémoires apocryphes, fictives donc, imaginées par une autrice en 1951. Marguerite Yourcenar. Son travail de recherche pour écrire sous la plume d'Hadrien a été titanesque. D'abord l'Histoire Auguste, notamment avec la Vita Hadriani, puis Suétone ou encore Dion Cassius, qui sont des historiens contemporains à l'époque hadrienne, donc au règne d'Hadrien. Elle s'est donc plongée dans les travaux historiques sur l'Empire romain en lui-même, l'administration impériale, la philosophie stoïcienne de l'empereur, l'administration, la politique, ou encore même la politique étrangère de l'époque. Alors de quoi parle le livre sur le fond? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, ce qui est bien avec le livre, c'est qu'il se lit très bien, étant donné qu'il est écrit avec des phrases courtes. Et dans ces phrases, l'empereur parle d'énormément de sujets différents, et on en apprend beaucoup sur la gestion de l'Empire romain. La dépression de la monnaie, le soutien aux agriculteurs, la régulation de la vente d'esclaves, le bellicisme des armées, ou encore les profiteurs et les ultra-riches, bref, autant de sujets qui peuvent plaire à tout le monde. Pour aller plus loin, on pourrait dire que Yourcenar propose une réflexion sur l'Empire romain à travers la voix d'Hadrien, ce qui nous immerge complètement dans la fausse véracité de ses mémoires. C'est à Rome, durant les longs repas officiels, qu'il m'est arrivé de penser aux origines relativement récentes de notre luxe, à ce peuple de fermiers économes et de soldats frugaux, repus d'ail et d'orge, subitement vautrés par la conquête dans les cuisines de l'Asie, engloutissant ces nourritures compliquées avec une rusticité de paysans pris de fringales, nos Romains s'étouffent d'ortolans, s'inondent de sauces et s'empoisonnent d'épices. À travers cette citation, on peut voir que les mœurs romaines changent et fluctuent en fonction de l'extension de l'Empire. En fait, la grandeur de l'Empire modifie les comportements des Romains. On peut même dire que Yourcenar fait mention d'une remarque que les Romains, même en leur temps, depuis au moins Jules César, faisaient sur eux-mêmes. Le fait que la grandeur de leur empire les rendait luxueux et licencieux. En bref, les mœurs se transforment et se dégradent en s'éloignant d'un idéal originel. Peut-être que certains l'auront deviné, mais dans la citation qu'on vient de voir, le grand sujet qui revient, c'est évidemment le fameux topos antique de la décadence. Ce thème, c'est vraiment le grand sujet qui fascine les romanophiles. Il faut dire que Rome, c'est une civilisation antique qui a la particularité d'avoir eu des auteurs critiquant leur propre société. Je pense à Juvénal, à Tacite ou encore à Salluste, pour ne citer que. Et ce, que ça soit durant la République ou l'Empire. En plus de ça, le christianisme vers le IVe siècle a donné de la popularité à ces thématiques, en accentuant volontairement les discours sur la décadence morale et spirituelle de la Rome païenne, pour mieux légitimer son propre triomphe. Mais bon, là on s'éloigne. D'autres réflexions sur la société romaine, Marguerite Yourcenar nous en fait à travers Hadrien, et je vous en ai trouvé un qui est particulièrement intéressant, surtout si on s'intéresse à l'époque romaine. Rien n'égale la beauté d'une inscription latine votive ou funéraire. Ces quelques mots gravés sur la pierre résument avec une majesté impersonnelle tout ce que le monde a besoin de savoir de nous. J'aime beaucoup ce passage car il résume bien ce qu'on peut ressentir à la vue d'un objet de l'Empire romain, que ce soit dans un musée ou dans un film. D'ailleurs, les films péplum l'ont bien compris et surchargent leur décor d'objets qui font comprendre, presque par synecdoque, que c'est l'Empire romain. Pour ma part, je pense qu'on peut résumer l'Empire romain à un buste. La figure du buste est très parlante. On comprend que les Romains étaient des bâtisseurs, des artistes, des conservateurs de mémoire, des adeptes à la gloire de leur chef. Bref, ça résume beaucoup de choses. D'autre part, les réflexions sur la société de l'époque se conjuguent avec des réflexions sur l'homme en lui-même. Par exemple, je vous ai trouvé un passage qui incarne ce que je pense être la littérature.
Comme tout le monde, je n'ai à mon service que 3 moyens d'évaluer l'existence humaine. L'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. L'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont. Les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. J'ai lu à peu près tout ce que nos historiens, nos poètes et même nos conteurs ont écrit, bien que ces derniers soient des réputés frivoles, et je leur dois peut-être plus d'informations que je n'en ai recueillies dans les situations assez variées de ma propre vie. La lettre écrite m'a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles des statues m'ont appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m'a éclairci les livres. Dans ce passage, Adrien nous dresse sa philosophie de la connaissance, son épistémologie, articulée en 3 canaux, soi-même, les autres et les livres. Je vais pas entrer dans les détails du passage, parce qu'on pourrait en faire toute une vidéo en fait, mais ce que je veux souligner ici, c'est la belle inversion qui est faite. Ce n'est pas seulement la lecture qui donne accès à la vie, mais la vie vécue qui donne sens à la lecture. Ça peut vous éclairer pour savoir comment vous construire personnellement, par va-et-vient entre expérience, introspection et culture. Cette tripartition du travail sur soi, on pourrait même dire que c'est presque une éthique. Ces réflexions profondes ne sont pas les seules confessions d'Adrien, car on a le droit à des aveux, à des anecdotes osées sur sa vie, ce qui crée une proximité avec lui. Il faut dire qu'Adrien, c'est pas un Romain à proprement parler, il est originaire d'Espagne à la base. Il a donc dû apprendre les manières citadines, tout en grimpant les échelons du cursus honorum, soit l'ordre que doit suivre un citoyen pour accéder aux magistratures publiques. Il commence en tant que questeur, s'occupant des affaires d'héritage, et au début, il a du mal. D'autres travaux s'imposèrent. J'avais conservé mon accent de province. Mon premier discours au tribunal fit éclater de rire. Donc là, on peut voir toute l'ascension du personnage, et c'est là que je trouve la lecture très intéressante, c'est qu'en fait, on part pas directement d'un empereur, on part directement d'abord d'un citoyen, qui n'est même pas originaire de Rome, vraiment de la région originelle, et il va grimper l'échelle sociale pour ensuite être aux côtés de Trajan dans l'armée, et enfin être nommé empereur. Comme tout Romain, Adrien a été soldat. Surtout que je dois vous préciser quelque chose, Adrien, avant d'être nommé empereur à 41 ans, est un combattant dans l'armée de l'empereur Trajan. À cette époque, l'Empire s'étend comme jamais ne s'est étendu dans son histoire, notamment grâce aux conquêtes en Dacie, donc en Mésopotamie. Durant ces batailles, Adrien a été confronté à des épisodes assez particuliers, et je voulais vous en citer un passage. Après l'encerclement de la citadelle de Sarmiségétuse, j'entrai à la suite de l'empereur dans la salle souterraine où les conseillers du roi Décébal venaient de s'empoisonner au cours d'un dernier banquet. Je fus chargé par lui de mettre le feu à cet étrange tas d'hommes morts. Bref, une extension guerrière qui est menée par Trajan et qui est parfois dangereuse. Et Adrien s'en rend compte avant même d'être empereur. Près de 5 millions de kilomètres carrés sont sous la tutelle de Rome, et les frontières sont toujours plus étirées et toujours plus difficiles à défendre. Et puis Trajan se fait vieux et meurt en l'an 117 après Jésus-Christ. Le truc, c'est que dans le système impérial romain, l'héritier n'est pas essentiellement héréditaire, il est surtout nommé par l'empereur, par adoption. Mais qui Trajan a-t-il nommé pour lui succéder? C'est dans ce genre de moment de flottement que l'Empire romain peut perdurer ou flancher. Il suffit que l'empereur ne désigne pas d'héritier pour qu'un général ambitieux prenne le pouvoir par la force. D'ailleurs, c'est arrivé plein de fois. Là, Trajan a attendu son dernier souffle pour dire qui lui succéderait. À peine en route, un nouveau courrier m'annonça officiellement le décès de l'empereur. Son testament, qui me désignait comme héritier, venait d'être envoyé à Rome en main sûre. Tout ce qui, depuis 10 ans, avait été fiévreusement rêvé, combiné, discuté ou tu, se réduisait à un message de 2 lignes, tracé en grec d'une main ferme par une petite écriture de femme. Atianus, qui m'attendait sur le quai de Sélinonte, fut le premier à me saluer du titre d'empereur. Et voilà, Adrien dirige le plus puissant empire du monde. Alors ça mène à plein de changements dans sa vie, forcément. Et ça passe notamment par un truc tout bête, qui est par exemple d'accepter les éloges, puisque ces éloges font partie du système politique romain, qui peut critiquer certes, mais qui sont essentiels pour perdurer dans ce milieu, et surtout ça lui permet d'asseoir son autorité. Il va se rendre compte qu'il en aura besoin d'autorité. Rome m'avait préparé un triomphe, que cette fois j'acceptais. Je ne luttais plus contre ces coutumes à la fois vénérables et vaines. Tout ce qui met en lumière l'effort de l'homme, ne fût-ce que pour la durée d'un jour, me semblait salutaire en présence d'un monde si prompt à l'oubli. Et puis bon, il y a tellement de choses à dire sur ce livre que c'en est presque une leçon de vie quoi. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'aurais pu parler de son amour pour Antinoüs, un jeune homme qu'il a rencontré en Bithynie, de son amour pour la Grèce, de sa passion pour la chasse, ou de ses autres aventures. Mais il vaut mieux que vous lisiez le livre par vous-même. Bon, maintenant faut conclure, et on pourrait se demander pourquoi Marguerite Yourcenar a choisi Adrien.
Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que, on pourrait prendre Jules César, on pourrait prendre, je sais pas, même Trajan, par exemple, ça aurait pu être aussi intéressant. Donc pourquoi l'empereur Adrien? Pourquoi lui? D'abord parce qu'il a œuvré pour la paix à un moment où l'Empire sort d'une longue période de guerre avec ses voisins. L'exemple le plus parlant de sa politique, c'est le mur qu'il a fait construire sur la frontière la plus septentrionale de l'Empire, afin de signer la fin de l'extension en Bretagne. D'ailleurs, il est toujours visible aujourd'hui. Ensuite, parce qu'il a beaucoup voyagé, aux quatre coins de l'Empire, donc il a beaucoup de choses à raconter. Troisièmement, parce qu'il a été philosophe, et c'est pas pour rien qu'il dédie ses mémoires, dans la fiction, au jeune Marc Aurèle, qui lui succédera quelques années plus tard. Sa philosophie stoïcienne lui a permis d'être classé parmi le club des 4 bons empereurs par l'historiographie. Enfin, c'est un empereur dont la vie est très bien sourcée. Donc Yourcenar avait des sources pour faire de ses mémoires une œuvre immersive. Donc voilà, pour moi c'est des raisons essentielles de pourquoi Adrien a été choisi par Marguerite Yourcenar, surtout que il arrive à une époque où il doit gérer un tel système, un tel nœud de politique et d'administration que ça devait être très intéressant à étudier pour elle, et surtout que quand on lit le texte, c'est fondamentalement intéressant étant donné que on parle de quelqu'un qui veut la paix, à un moment où l'Empire a des ennemis de partout, parce que c'est un empire qui s'est frité avec tout le monde, et surtout le territoire est juste immense. Donc en conséquence, les enjeux sont énormes. Pour conclure cette vidéo définitivement, je vais laisser Adrien le faire à ma place. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps, qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, et je vous invite à rejoindre mes réseaux, qui sont dans la description, et que je mettrai quelque part sur l'écran. Et je vous invite aussi à voir les précédentes vidéos. Il faut savoir qu'en plus, j'ai sorti un podcast il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous avez envie de faire quelque chose à côté pendant que je parle, voilà, je pose ça là, ça peut être intéressant pour certains. En attendant, je vous invite aussi à dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. C'est important pour moi d'avoir vos retours, parce qu'en plus, on est enfin 1000 abonnés, c'est un gros cap qu'on a passé. Et donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensez des vidéos, ce que vous avez comme retour à faire, et puis aussi dire tout simplement si vous avez aimé l'œuvre, voilà, si vous avez aimé Marguerite Yourcenar, si vous avez aimé sa biographie, sa fausse autobiographie qu'elle a écrite. Donc voilà, tout ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. À plus.